bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée à l'échec prévisible de la stratégie états-unienne au Moyen-Orient, que révèle la réaffirmation d'une logique de la résistance au Liban et au Yémen, d'une part, et les difficultés rencontrées par Netanyahou, d'autre part. Le discours et la stratégie de Donald Trump au Moyen-Orient fut annoncé dès son accession à la Maison-Blanche. Se présentant comme l'homme de la solution définitive, il promettait pêle-mêle la fin de la résistance palestinienne et la déportation du peuple palestinien, le désarmement total du Hezbollah au Liban, la mise au pas du Yémen et de l'Iran, etc. Il affirmait pouvoir résoudre complètement et définitivement la question palestinienne en s'attaquant simultanément par l'intimidation et par la force à tous ceux qui résistaient à l'État sioniste génocidaire. La rapidité avec laquelle était tombé le gouvernement syrien et l'habileté avec laquelle les puissances occidentales ont manœuvré pour obtenir ce résultat semblaient lui donner raison. Dans plusieurs chroniques, depuis, nous avions prédit l'échec de cette stratégie. Nous n'étions ni devins ni marabouts, mais nous nous basions simplement sur la prise en compte des leçons de l'histoire longue de la résistance à l'oppression. Deux exemples d'actualité au Yémen et au Liban permettent de l'illustrer. Depuis plus d'un mois, les États-Unis bombardent quotidiennement le Yémen dans un silence assourdissant de la plupart des grands médias. L'objectif de ces frappes est explicite et énoncé comme suit par Donald Trump. Je cite, « Nous allons décimer les terroristes houthis soutenus par l'Iran. Nous les frappons jour et nuit, de plus en plus durement. Nos attaques se poursuivront jusqu'à ce qu'ils ne constituent plus une menace à la liberté de navigation. » Fin de citation. Ce que ne dit pas Trump, c'est bien sûr les raisons des attaques des Houthis contre les navires états-uniens en mer Rouge. Pour ces derniers, il s'agit depuis le début du génocide en Palestine d'ouvrir un second front pour rendre coûteux pour les Occidentaux leur soutien au régime génocidaire de Tel Aviv. Les États-Unis se sont en effet engagés publiquement à défendre les navires israéliens en mer Rouge. Les frappes Houthis contraignent en effet une partie du trafic maritime à contourner l'Afrique du fait de l'impossibilité d'accéder au canal de Suez. Rappelons que 12% du trafic maritime mondial transite par la mer Rouge. Les Houthis ont pour leur part toujours lié leur frappe au génocide à Gaza et en Cisjordanie. En témoigne la décision d'y mettre fin lorsque le cessez-le-feu a été signé et de les reprendre lorsque Israël a violé celui-ci et repris ses massacres. Les frappes états-uniennes sont elles-mêmes le résultat d'un échec des autres moyens de pression mis en œuvre sur le mouvement yéménite de résistance. En particulier, ils ont tenté de relancer la guerre d'agression de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis contre le Yémen qui a fait de 2015 à 2023 des centaines de milliers de morts. L'échec fut total et les deux alliés de longue date de Washington refusèrent cette fois-ci d'obéir. Un article du journal Orient 21 daté de juin 2024 résume les raisons de la prudence saoudienne qui reste valable aujourd'hui. Je cite, « Ainsi, par son silence, le pouvoir saoudien reconnaît la popularité des actions des Houthistes. Les critiquer serait perçu comme un soutien ouvert à Israël et viendrait mettre en péril le retrait saoudien du bourbier yéménite. C'est sans doute là une des raisons principales pour lesquelles les Saoudiens ont également interdit l'utilisation de leur territoire pour les frappes américaines et britanniques au Yémen, et pourquoi ils ont nié l'implication saoudienne dans l'interception des missiles iraniens visant Israël le 13 avril 2023. » Fin de citation. La prudence saoudienne est réaliste et pragmatique. Les Houthis ont en effet été très clairs sur les conséquences d'une implication saoudienne et ou émirati contre le Yémen. Le 4 avril, le leader Houthi Abdul Malik al-Houthi déclarait, je cite, « Si vous coopérez avec les Américains, soit en leur permettant de nous attaquer depuis des bases situées dans vos pays, soit en leur apportant un soutien financier, logistique ou informationnel, vous soutenez l'ennemi israélien, vous le défendez et le protégez. » Entre ce que veut Donald Trump et ce qu'il peut, il y a toute l'épaisseur des rapports de force et des conflits d'intérêts, y compris avec ses alliés les plus proches. L'échec états-unien est aussi patent au Liban où Trump avait annoncé l'éradication du Hezbollah et le désarmement de ses combattants. Le long discours du secrétaire général du Hezbollah, Cheikh Naïm Qassem, de vendredi dernier, décrivant, je cite, « la résistance et la stratégie de défense », fin de citation, souligne ces échecs états-uniens. Il commence par rappeler que la résistance est un résultat et qu'elle ne peut donc disparaître qu'avec la cause qui lui a donné naissance. Je cite, « La résistance est une réaction à l'occupation. Une occupation qui a envahi la terre, commencé à agresser, à s'étendre et à nuire aux citoyens dans le but de prendre le contrôle de la réalité de la situation et du territoire au Liban. Cette occupation est confrontée par l'armée, le peuple et la résistance, et ce par tous les moyens disponibles. Les circonstances au Liban ne nous ont pas permis de disposer d'une armée capable de défendre le territoire. Il était donc indispensable de recourir à une résistance
qui soutiennent et assistent cette armée et qui constituent une première étape dans la mobilisation populaire face à l'occupation israélienne. Fin de citation. Il rappelle ensuite les raisons rendant nécessaire cette résistance. Je cite, « La première est d'ordre spirituel et moral. Nous devons libérer la terre jusqu'à la Palestine occupée, car cette occupation constitue une agression et une injustice tant envers nous qu'envers nos frères et sœurs. La seconde est d'ordre national. Notre terre est occupée et cette occupation s'inscrit dans une dynamique plus large qui englobe la Palestine occupée. Israël est un État expansionniste qui ne se limite pas à la Palestine, mais cherche également à annexer le Liban. » Fin de citation. Il déploie ensuite un long développement sur les spécificités de la résistance libanaise qu'il analyse comme étant le fait d'avoir obtenu des victoires majeures en 1985, en 2000 et en 2006. À chacune de ces dates, un État sioniste surarmé a été vaincu par cette résistance. Il met ses victoires sur le compte de l'unité des forces de la résistance. Je cite le Hezbollah, le mouvement Hamal, les autres partis et forces qui ont combattu l'armée libanaise et le peuple valeureux, digne, généreux, qui s'est dressé sans armes. Fin de citation. Il dresse ensuite le bilan de la situation. Je cite, « Israël n'a pas pu occuper, n'a pas pu atteindre ses objectifs, n'a pas pu briser la résistance, n'a pas pu imposer son projet de réinstallation ou obtenir ce qu'il voulait au Liban. Oui, nous avons consenti de nombreux sacrifices, mais ces sacrifices ont porté leurs fruits. Nous avons empêché Israël d'atteindre ses objectifs. » Fin de citation. C'est ce qui explique, pour le leader libanais, le discours sur le désarmement tenu par Israël, les États-Unis et certaines forces libanaises. Je cite, « Rappelez-vous toujours, Israël est expansionniste. Il veut le Liban. Il veut le contrôler. Ainsi, lorsqu'il parle de désarmer la résistance, c'est parce qu'il veut anéantir la force du Liban. Une fois la force du Liban neutralisée, une fois le pays affaibli, Israël pourra y pénétrer à tout moment, occuper ce qu'il veut. » Fin de citation. La fin de non-recevoir, oppression pour le désarmement est totale. Poursuivant son analyse, il démasque la signification véritable du mot d'ordre de désarmement. Je cite, « Il y a une pression médiatique et politique intense pour faire des armes de la résistance le sujet principal, et cela ne sert qu'Israël. Certains vont jusqu'à dire que ces armes font obstacle à la construction de l'État et qu'il faudrait les prendre par la force si elles ne sont pas remises volontairement. Mais savez-vous ce que cela signifie? Désarmer la résistance par la force, c'est rendre un service gratuit à Israël. Israël qui a mobilisé toutes ses armées, toutes ses capacités, avec l'appui des États-Unis et de l'Europe, n'a pas réussi à désarmer une seule pièce d'armement. Et vous, aujourd'hui, vous appelez à le faire par la force. C'est un cadeau fait à l'ennemi. Nous ne permettrons à personne de désarmer le Hezbollah ou de désarmer la résistance, car Hezbollah et résistance ne font qu'un. Fin de citation. Concluant son analyse, il souligne les axes stratégiques qui guideront les décisions du Hezbollah dans l'avenir, à savoir la protection de la souveraineté du Liban et la libération totale de son territoire, le rejet de la tutelle états-unienne sur le Liban, l'acceptation du verdict des urnes, le refus de toutes les manœuvres de division nationale et de défense de l'unité nationale face à l'agression sioniste. Enfin, je cite, « Gardez toujours la Palestine comme boussole. » Fin de citation. Comme on peut le constater, nous sommes à l'opposé d'un discours de reddition qu'avaient annoncé de nombreux pseudo-spécialistes médiatiques. Une nouvelle fois est confirmée une vieille loi des luttes contre l'oppression. Là où il y a oppression, il y a résistance. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas.